Salut! On est parti pour un deuxième épisode de C'était mieux avant, et aujourd'hui, on va parler du mariage. Avant toute chose, je tiens à préciser que tout ce que je vais dire dans cette vidéo, déjà c'est sourcé, mais surtout ce sera évidemment bien moins complexe que la réalité et sa diversité. Même si ce que je m'apprête à vous présenter concerne les façons de fonctionner qui prévalaient aux époques données, il y a évidemment toujours eu certains individus ou groupes sociaux qui ne se conformaient pas aux normes imposées. Voilà, maintenant que le contexte est nuancé, on peut y aller. Le mariage, c'est quelque chose dont le but a souvent évolué. Au fil du temps, on s'est pas toujours marié pour les mêmes raisons. On a pu le faire par devoir social, obligation religieuse, nécessité politique, officialisation amoureuse. Bref, il y en a eu pour tout le monde. Avant le XXe siècle, le choix personnel, d'un côté comme de l'autre, ça n'avait pas vraiment sa place. Le mariage était surtout soumis à l'autorisation parentale. Un couple marié, c'était une alliance de patrimoine, de force de travail, voire même pour certains, une manière de perpétuer la lignée. Mais surtout, c'était la seule forme de vie de couple reconnue légalement. Donc c'était quelque chose de purement administratif et ou stratégique. Ah, et petit point bonus, pendant la quasi-totalité du XVIIIe siècle, le divorce, ça n'existait pas. Parce qu'à l'époque, le mariage en France, c'était quelque chose de purement religieux, et la religion catholique n'autorisait pas le divorce. Du coup, l'amour, dans tout ça, ça avait une place secondaire, voire totalement inexistante. À l'époque, et pendant bien longtemps, les sentiments dans un couple marié, c'était plutôt vu comme un risque, comme une menace. Pour l'époque, les sentiments amoureux s'accompagnent forcément de passion, et donc de tension. Et d'ailleurs, même si au fil du temps, dans la culture littéraire, il y a eu quand même pas mal d'œuvres romantiques qui auraient pu glorifier les sentiments amoureux, ces histoires, elles finissaient bien souvent de manière tragique en fait. Et ça a peut-être participé à la conviction que l'amour, c'est forcément des problèmes. Roméo et Juliette par exemple, ça a beau être une histoire d'amour magnifique, une histoire de combat contre les normes sociales, ils meurent tous les deux à la fin. Et Roméo et Juliette, c'est 1597. Donc ça fait déjà un moment qu'on imagine l'amour comme quelque chose de problématique. Donc mariage et sentiment, à ce moment-là, on voyait pas trop le rapport. D'autant plus qu'au sein du couple, dans certaines couches de la société, moins dans les couches paysannes, le sexe, c'était pas forcément bien vu. On couchait ensemble pour se reproduire, mais le sexe à but récréatif, c'était pas mal réprimandé. Enfin, surtout pour les femmes. À l'époque, on vit dans une société extrêmement patriarcale. Les inégalités hommes-femmes sont partout, et évidemment, au sein du couple aussi. Et donc, si je dis que le sexe, pour le fun, c'était principalement réprimandé pour les femmes, c'est parce qu'à ce moment, on faisait la distinction claire et nette entre la bonne femme au foyer, qui couche uniquement pour faire des enfants, mais sinon loyale, stable, fidèle et absolument pas excitée, et la courtisane, frivole, légère, donc irresponsable. Donc coucher pour le plaisir, c'était un peu scandaleux, et surtout pour les femmes, j'insiste, puisque même si on dénigrait ces courtisanes, on les tolérait et on acceptait totalement que les hommes couchent avec, puisque, non, j'ai pas d'argument en fait. L'adultère, le fait de tromper sa femme ou son mari, ça avait pas du tout les mêmes répercussions sociales en fonction de qui trompait qui. Une femme qui trompait son mari risquait de 3 mois à 2 années d'emprisonnement, et bien sûr le jugement de tout le monde. Et le mari, lui, il prenait simplement une amende. Et encore, uniquement s'il avait ramené sa maîtresse dans le foyer conjugal. Sinon, il était tranquille. C'était évidemment totalement incohérent, mais c'était comme ça. Et de plus, toujours avant le XXe siècle, la femme était jugée comme incapable, irresponsable, dénuée de réflexion, de responsabilité, de maturité. En fait, la femme était tellement mal vue légalement qu'on les plaçait administrativement au même niveau que les enfants, les déchus et les personnes atteintes de démence. Donc autant te dire que la femme, elle pouvait rien faire toute seule, d'où l'importance du mariage à cette époque. Et il va falloir attendre 1792, où, suite à la révolution de 1789, ça y est, enfin, on peut divorcer. Le mariage devient une institution non plus religieuse, mais laïque, et donc ce n'est plus l'Église qui en fixe les lois, mais l'État. Alors même si le divorce devient légal, c'est pas exactement comme aujourd'hui. À ce moment-là, le divorce, il était possible que si une faute grave avait été commise. On appelle ça le divorce sanction. Il sera réinterdit en 1816, puis réautorisé en 1884 grâce à la loi Naquet, et il faudra attendre bien longtemps plus tard pour accepter le divorce sous la forme qu'il a aujourd'hui. Et on n'y est pas encore, puisque maintenant on va s'intéresser au XXe siècle. D'une manière générale, à la première moitié du XXe siècle, le mariage se démocratise et les gens se marient de plus en plus jeunes. Et surtout,
les mariages n'ont jamais tenu aussi longtemps. Alors on pourrait le voir comme une bonne nouvelle pour l'amour et la stabilité, mais je vous le rappelle, le divorce, comme on le connaît aujourd'hui, n'existe pas. Donc d'une manière générale, à l'époque, si les mariages duraient plus longtemps qu'avant, c'est surtout parce que les gens vivaient plus longtemps qu'avant. Mais le XXe siècle va avoir un impact considérable sur la mentalité de la population française. Et au fil du siècle, les habitudes vont être modifiées. On va s'éloigner de la religion, des normes, et donc s'éloigner également de la vision classique du mariage. Alors que selon des recensements de 1954 à 1968, seulement 3% des couples n'étaient pas mariés, à la fin du XXe siècle, en 1995, c'est 90% des nouveaux jeunes couples qui démarraient leur vie commune sans s'être mariés. Et si on assiste à une fin de siècle aussi différente que ça de son départ, c'est entre autres parce que, ça y est, en 1975 naît enfin la notion de divorce remède. À partir de là, on peut toujours divorcer par faute, évidemment, mais on peut aussi divorcer par consentement mutuel ou simplement parce qu'on n'a plus envie de vivre avec la personne. Et cette nouveauté, elle démontre parfaitement la nouvelle nature du mariage dans les mentalités, dont on assume maintenant complètement la présence de sentiments amoureux. Donc je récapitule. On est à présent dans une société où l'on se marie parce qu'on est amoureux et où on peut divorcer pour différentes raisons légitimes. De plus, dans les années 70, les gens ressentent beaucoup moins l'urgence du mariage. Déjà, le temps d'étude s'allonge, ce qui va repousser dans le temps l'empressement à la vie commune, les individus préférant d'abord se réaliser eux-mêmes. Les couples peuvent habiter ensemble, et ce, sans être mariés, et surtout, les femmes travaillent de plus en plus. Elles accèdent à l'indépendance plus facilement qu'avant, et donc, pour la première fois en France, une femme n'a plus besoin de se marier avec un homme pour vivre. Alors, dans un tel contexte, le nombre de mariages va chuter, et le nombre de divorces, lui, va augmenter. Et donc, dès 1990, le mariage n'est plus une institution à part entière, mais simplement un choix, parmi d'autres, puisque le Pacs, par exemple, est proposé dès ce moment-là. Alors aujourd'hui, on est toujours un peu sur la même vague, mais encore une fois, la réalité est bien plus complexe que ce que je vous raconte. Encore aujourd'hui, des familles abordent le mariage comme une institution très importante, liée à la religion ou non. Puisqu'on peut en effet remarquer une telle vision des choses dans des familles religieuses, soucieuses de perpétuer des traditions, mais aussi dans des familles très riches, soucieuses de perpétuer leur patrimoine. Mais d'une manière générale, la liberté et le choix restent de mise. Et le choix, c'est même ouvert, puisqu'en 2013, la France a autorisé le mariage homosexuel. Actuellement, c'est donc plutôt un esprit de fête, de liberté, d'amour qui règne autour du mariage, qui est donc devenu un choix facilité par la présence du divorce. Évidemment. Au revoir.